Bretagne intérieure, 1978. Une route déserte serpente entre Carhaix et Rostrenaine, avalée par les landes de Rise et les forêts de chênes tordus. 12 kilomètres de bitume fissuré où le brouillard s'accroche comme une malédiction. Depuis 7 ans, 9 jeunes femmes ont disparu ici. 9. Pas des fugueuses, pas des instables, des filles normales. Une étudiante en lettres de Rennes, 2 ouvrières de la conserverie de poissons, une vendeuse du Monoprix de Quimper, une secrétaire. Toutes faisaient du stop, toutes ont été vues pour la dernière fois sur ce tronçon maudit. La gendarmerie de Carhaix cherche un routier, un maniaque isolé, peut-être un déserteur ou un ancien d'Algérie devenu fou. Les brigades fouillent de bois, interrogent les chauffeurs, vérifient les plaques. Rien, comme si la terre les avalait. Personne ne regarde vers la ferme. Cette ferme délabrée, cachée derrière un rideau d'arbres noirs à 300 mètres de la route. Une bâtisse de pierre grise, aux volets pourris, au toit couvert de mousse. Les villageois de Kerglof, le hameau le plus proche, l'appellent la ferme Kergoth. Ils disent que c'est la maison des simples. 3 frères y vivent, 3 hommes étranges que personne ne fréquente. On les voit parfois au marché de Carhaix, achetant du pain et du pétrole, payant en pièces, parlant peu. Les gens détournent les yeux. Tout le monde sait que quelque chose ne va pas dans cette famille, mais personne ne pose de questions. En Bretagne profonde, on ne se mêle pas des affaires des autres, surtout quand ces affaires sentent le péché. Ce matin de septembre, Marianne Corret attend à l'arrêt de bus sur la route de Carhaix. 26 ans, cheveux châtains coupés courts, blouse d'infirmière sous un imperméable bleu. Elle travaille à l'hôpital de Quimper, mais hier soir sa mère a téléphoné. La voix tremblait. « Marianne, viens vite, je me sens mal, très mal. » Marianne connaît cette voix. Elle a soigné assez de mourants pour reconnaître le ton. Elle a demandé un congé d'urgence, pris le premier quart. Mais à 8 km de Kerglof, le vieux Saviem diesel tousse, crache une fumée noire et s'arrête net au milieu de la route. Le chauffeur descend, soulève le capot, secoue la tête. 3 heures de réparation, peut-être plus. Les autres passagers, des paysannes habituées, sortent leurs tricots et s'installent dans l'herbe. Marianne regarde sa montre, elle n'a pas 3 heures. Elle descend du car, remonte la bretelle de son sac en toile et marche jusqu'au bord de la route. Elle lève le pouce. Le stop, elle l'a fait 100 fois durant ses études. Rien de dangereux, juste des gens normaux qui rendent service. 20 minutes passent, pas une voiture. Puis elle entend le moteur. Un vieux camion Renault Goélette apparaît au tournant, bâche verte déchirée, pare-brise étoilé, cabossé de partout. Il ralentit. Marianne sent quelque chose, un frisson glacé dans sa nuque malgré la douceur de septembre. Une voix intérieure murmure « Ne monte pas ». Mais elle pense à sa mère, elle pense au temps qui presse, elle chasse ce pressentiment idiot. La portière grince. Derrière le volant, un homme, grand, massif, épaules larges comme une armoire normande. Mais son visage est celui d'un enfant perdu. Petits yeux sans cils, mâchoire lourde, bouche entr'ouverte, un visage inachevé. « Jusqu'à Kerglof ?» demande Marianne en s'efforçant de sourire. L'homme hoche la tête lentement, comme s'il devait réfléchir à chaque geste. « Monte !» dit-il d'une voix sans timbre. Marianne grimpe dans la cabine. Ça sent l'essence, l'huile de moteur et autre chose. Quelque chose d'aigre, de rance. Sur le tableau de bord, une photo jaunie. Une femme en coiffe bretonne, visage sévère, regard noir. Le camion démarre dans un hoquet. « Moi, c'est Marianne », dit-elle pour briser le silence oppressant. L'homme ne répond pas tout de suite. Ses mains énormes serrent le volant. « Pierrick », finit-il par lâcher. « Tu habites loin ?» demande-t-elle. « Avec mes frères. À la ferme. » « Laquelle ?»« Kergoth. » Marianne connaît ce nom. Elle l'a entendu au village, prononcé à voix basse, avec un mélange de pitié et de dégoût. Les Kergoth, les simples, les fils du péché. Le camion roule depuis 10 minutes quand Ariane réalise qu'ils ne sont plus sur la bonne route. La départementale vers Kerglof va tout droit.
Mais Pierrick a tourné à droite, sur un chemin de terre à peine visible. « Attends, ce n'est pas la bonne direction, Kergloff est par là », dit-elle en pointant derrière eux. « Raccourci », répond Pierrick sans la regarder. « Plus rapide. »« Non, arrête le camion, je descends. » Marianne tire sur la poignée de la portière. Bloquée. Elle tire plus fort. Rien. « Ouvre cette portière immédiatement !» crie-t-elle. Mais Pierrick continue de conduire, enfoncé dans les bois, loin de la route, loin de tout. Son visage n'exprime rien, pas de cruauté, pas de plaisir, juste une obéissance mécanique. Le grand frère a dit de ramener une fille. Le grand frère sait ce qu'il faut faire. Marianne frappe la vitre, hurle, mais la forêt avale ses cris. Le camion débouche sur une clairière, et elle voit la ferme. Pierre noirci, toit affaissé, fenêtres étroites comme des yeux méfiants. Devant le perron, 2 silhouettes attendent. Le premier est grand, maigre, visage grêlé de vieilles cicatrices de variole. Ses yeux sont des fentes grises, froides, calculatrices. Le second est petit, voûté, avec une tête disproportionnée qui ballotte sur un cou trop mince. Il sautille sur place en se balançant. Marianne comprend. Elle vient d'entrer en enfer. 1949, Finistère, région de Carhaix. Une ferme isolée au bout d'un chemin boueux que même le facteur refuse d'emprunter. Rosen Kergott y vit seule, avec son père, paysan taiseux et brutal, et sa mère, femme éteinte qui parle en breton et craint le curé. Rosen a 17 ans. Elle est belle d'une beauté rude, cheveux noirs, yeux sombres, mains abîmées par le travail. Elle n'a jamais quitté ce triangle de 20 km². Elle ne connaît que la messe du dimanche, le marché du jeudi et la ferme. Son frère Yann, de 10 ans son aîné, est parti en 1943, engagé dans la résistance d'abord, puis dans l'armée régulière. Il a combattu en Allemagne, en Indochine. Rosen se souvient de lui comme d'un garçon rieur qui la portait sur ses épaules. Il revient en 1954. Mais ce n'est plus Yann. C'est une carcasse vide aux yeux morts. Il a vu Dien Bien Phu. Il a vu des choses dont il ne parle jamais, sauf la nuit, quand il hurle dans son sommeil. Les parents l'installent dans la grange aménagée. Il boit, répare des machines, évite les gens. Et il regarde Rosen. Il la regarde d'une manière qui la met mal à l'aise. Un soir d'hiver, 1955, leurs parents meurent. Intoxication au monoxyde de carbone, poils mal réglés. Rosen se retrouve seule avec Yann, 17 ans, orpheline, isolée. Yann devient le chef de famille. Il décide de tout. Quand elle peut sortir, quand elle doit rentrer, ce qu'elle doit porter. Il la bat quand elle désobéit. Il la bat souvent. Puis, un soir de mars, il entre dans sa chambre. Rosen comprend ce qui va se passer. Elle se débat, supplie, pleure. Mais Yann est fort et personne ne peut entendre ses cris. Cela dure des années. Rosen essaie de fuir une fois. Elle arrive jusqu'à Carhaix, se présente à la gendarmerie. Le brigadier la regarde, écoute son histoire et hoche la tête d'un air gêné. « Mademoiselle Kergott, les affaires de famille, ce n'est pas notre ressort. Votre frère est un ancien combattant, il a donné pour la France. Rentrez chez vous et soyez une bonne sœur. » Elle rentre. Yann la bat encore plus fort. En 1957, Rosen tombe enceinte. Elle accouche seule, dans la ferme, en plein hiver. Un garçon. Elle le nomme Loïc. C'est un bébé étrange. Il ne pleure presque jamais, ne sourit jamais. Il regarde le monde avec des yeux vides, comme si rien ne l'atteignait. Le médecin du canton vient examiner l'enfant. Il voit tout de suite les traits, la ressemblance troublante entre Yann et Rosen. Il comprend, mais il ne dit rien. Il range son stéthoscope et part sans un mot. En 1959, Rosen accouche d'un deuxième fils, Pierrick. Celui-là est différent. Gros bébé, fort, mais lent. Il met du temps à marcher, à parler. À 3 ans, il a encore le vocabulaire d'un bébé de 12 mois. Le médecin diagnostique un retard mental. Consanguinité,
murmure-t-il. Puis il ajoute « Vous devriez le placer dans un établissement spécialisé. » Rosen refuse. « C'est mon fils, je le garde. » En 1962, naissance du troisième, Erwan. Celui-là est le plus atteint. Tête énorme, fontanelle qui ne se ferme pas, jambes tordues, colonne vertébrale déformée. Il survit par miracle. Rosen le berce en pleurant. 3 fils marqués par le péché. Yann les regarde grandir avec une fierté malsaine. Ce sont mes fils, mon sang, personne ne peut nous séparer. Il leur apprend à se méfier du monde extérieur. Les gens sont méchants. Ils veulent nous détruire parce que nous sommes différents. Vous ne devez faire confiance qu'à la famille. En 1968, Yann meurt, crise cardiaque en plein champ. Loïc a 11 ans, Pierrick 9, Erwan 6. Rosen se retrouve seule avec ses 3 garçons. Elle continue à les élever dans l'isolement, répétant les leçons de Yann. Le monde est dangereux, nous sommes spéciaux. Dieu nous a fait ainsi pour que nous restions ensemble, toujours. Loïc grandit. Il devient l'homme de la maison, froid, méthodique, intelligent d'une intelligence tordue. À 14 ans, il gère déjà les comptes de la ferme mieux que sa mère. Il observe, calcule, manipule. Pierrick obéit à Loïc comme un chien obéit à son maître. Erwan, le petit, reste un enfant perpétuel, doux mais effrayé de tout. En 1973, Rosen tombe malade, cancer. Elle met des mois à mourir, dans des souffrances atroces. Avant de partir, elle appelle Loïc à son chevet. « Trouve des femmes. Vous avez besoin de femmes pour continuer la famille. Mais pas des femmes ordinaires, elles ne comprendraient pas. Trouve des femmes spéciales. » Loïc hoche la tête. Il a 16 ans et des idées très claires. Rosen meurt en janvier 1974. Les 3 frères restent seuls dans la ferme. Personne au village ne s'inquiète. Les Kergoth ont toujours été bizarres. Tant qu'ils ne dérangent personne, on les laisse tranquilles. En 1975, Loïc met son plan à exécution. Il envoie Pierrick sur la route avec le vieux camion. Trouve une fille seule, ramène-la. Pierrick obéit. La première arrive en mars, jeune, terrifiée, hurlante. Loïc la garde 3 semaines. Elle essaie de s'enfuir, elle n'y arrive pas. Un matin, on la retrouve pendue dans la grange avec son propre foulard. Loïc la regarde sans émotion. Elle n'était pas la bonne. On recommence. La 2e, la 3e, la 4e. Certaines restent des mois, d'autres quelques jours. Aucune ne repart. Derrière la grange, les monticules s'accumulent. 9 tombent en 7 ans. 9 jeunes femmes disparues. Et personne, absolument personne, ne vient frapper à la porte de la ferme Kergoth. Marianne reprend conscience allongée sur un sol de terre battue. Sa tête pulse, une douleur sourde au-dessus de l'oreille gauche. Elle porte la main à son crâne, sent une bosse et du sang séché. Loïc l'a frappée avec quelque chose de lourd quand elle a tenté de s'échapper du camion. Ses yeux s'habituent lentement à l'obscurité. Cave voûtée, murs de pierre suintante, plafond bas en poutre noircie. 5 mètres de long, 3 de large. Au fond, un bas-flanc en bois recouvert de vieux sacs de jute. Dans un coin, un seau en fer rouillé. Pas de fenêtre, juste une lucarne minuscule près du plafond, obstruée par des planches clouées. Un ray de lumière grise filtre entre les lattes. Marianne se redresse péniblement. Pas de chaîne aux chevilles, pas de menottes. Pourquoi ? Elle se lève, chancelle, s'appuie contre le mur humide. L'odeur, cette cave sent la moisissure, la terre et autre chose. Une odeur de peur incrustée dans les pierres. Elle fait le tour, palpant les murs, cherchant une faille, une pierre décelée, n'importe quoi. Rien. Les murs sont solides, vieux de 2 siècles peut-être. Elle arrive à la porte. Planche épaisse, ferrure rouillée mais robuste, pas de poignée intérieure, verrouillée de l'extérieur. Marianne pousse de l'épaule, la porte ne bouge pas d'1 millimètre. Elle colle son oreille contre le bois, écoute. Des voix étouffées à l'étage, vaisselle qui s'entrechoque, pas lourd sur le plancher. Une vie normale, ordinaire,
comme si là-haut, il ne se passait rien d'anormal. Cette banalité la terrifie plus que tout. Marianne retourne au bas de flanc, s'assoit, ses mains tremblent, respire, réfléchit. Tu es infirmière, tu as vu des situations de crise, panique et tu meurs, réfléchis et tu trouves une solution. Elle inspecte la paillasse, sous les sacs, une couverture trouée, raide de crasse. Elle la soulève, quelque chose tombe, un flacon. Marianne le ramasse, verre épais, étiquette décolorée. Elle approche de la lucarne pour voir. Parfum, soir de Paris. Un parfum des années 50, celui que portait sa grand-mère. Elle fouille plus attentivement. Coincé entre deux planches du bas de flanc, un foulard. Soit délavé, autrefois bleu, maintenant d'un gris sale. Dans un interstice du mur, une épingle à cheveux tordue. Et là, sous une pierre descellée près de la porte, un bout de papier plié. Marianne le déplie avec précaution. Écriture tremblante, crayon à moitié effacé. Le petit oublie parfois de verrouiller la cave après que le grand l'a battu. Attends ce moment, ne crie pas, ne le brusque pas. Il n'est pas comme eux, il a peur. Anne L., juillet 67. Marianne relit 3 fois. Anne L., qui était-elle? Une des disparues? Combien de temps a-t-elle survécu ici pour observer, comprendre, laisser ce message? Et où est-elle maintenant? Marianne plie précieusement le papier, le glisse dans la poche de son chemisier. C'est une bouée, une preuve qu'elle n'est pas la première, mais aussi une preuve que les autres n'ont pas réussi à partir. Le petit, ce doit être celui qu'elle a aperçu en arrivant. Le plus jeune, le difforme, celui qui sautillait devant la maison. La journée s'écoule avec une lenteur atroce. Marianne entend les bruits de la maison au-dessus. Raclement de chaises, eau qui coule, radio qui crachouille des informations. Tout est horriblement banal. Vers ce qui doit être midi, la lumière à la lucarne change. Puis, le soir tombe. Marianne n'a ni bu ni mangé depuis le matin. Sa gorge est sèche, son estomac noué. Mais elle n'a pas faim. Elle a trop peur pour avoir faim. La nuit arrive, noir complet. Marianne reste recroquevillée sur le bas de flanc, tous les sens en alerte. Elle entend les pas s'éloigner à l'étage, des portes claquer, puis le silence. Ils dorment. Combien de temps va-t-elle rester ici? Que vont-ils faire d'elle? Les questions tournent dans sa tête comme des guêpes affolées. Elle pense à sa mère qui attend. Elle pense aux collègues de l'hôpital qui vont s'inquiéter demain quand elle ne reviendra pas. Elle pense au brigadier de Quimper qui va peut-être lancer des recherches. Mais comment la retrouver ici, dans cette ferme perdue que personne ne regarde? Le lendemain matin, Marianne est réveillée par le grincement du verrou. La porte s'ouvre. Lumière aveuglante d'une lampe à pétrole. Silhouette noire dans l'encadrement. Loïc descend les marches, posant la lampe sur le sol. À la lumière tremblante, Marianne voit son visage pour la première fois vraiment. Long, émacié, grêlé de cicatrices de variole. Des yeux gris-acier, sans chaleur, sans humanité. Il la regarde comme on regarde une vache au marché, évaluant, calculant. « Debout !» ordonne-t-il. Marianne se lève, jambes flageolantes. « Tu vas monter !» dit Loïc d'une voix plate, mécanique. « Tu vas travailler. Cuisine, ménage, lessive. Si tu travailles bien, tu manges. Si tu refuses, tu ne manges pas. Si tu cries, tu es puni. Si tu essayes de fuir, tu es puni très sévèrement. Tu as compris ?» Marianne hoche la tête. Que peut-elle faire d'autre? Bien. Loïc se dirige vers l'escalier, puis se retourne. Ah, encore une chose. Dans 3 jours, un monsieur viendra te chercher. Un monsieur important, riche. Il t'emmènera vers le sud, vers une belle vie, loin d'ici. Tu seras gentil avec lui. Le sang de Marianne se glace. Elle comprend immédiatement. Ils ne la gardent pas. Ils la vendent.
3 jours, répète Loïc, sois sage. Il remonte, laissant la porte ouverte. Marianne gravit les marches sur des jambes de plomb. Elle émerge dans une cuisine sombre, basse de plafond, aux murs noircis par des décennies de fumée de cheminée. Une longue table en bois brut, des chaises dépareillées, un évier en pierre, une cuisinière à bois, et partout des objets incongrus. Sur un clou près de la porte, un gilet de femme, rose pâle, démodé. Sur le rebord de la fenêtre crasseuse, un peigne en écaille, des épingles à cheveux. Sur une étagère, des fioles de parfum vides. Dans un coin, une valise en carton bouilli, couverte de poussière. Combien de femmes, combien sont passées ici avant de disparaître? Marianne sent la nausée monter. C'était ta maman, fait une voix derrière elle. Marianne sursaute, se retourne. Le petit frère est là, debout dans l'embrasure d'une porte. Énorme tête, oscillant sur un cou trop mince, yeux ronds et un peu vitreux. Il sourit, un sourire d'enfant. Maman est morte. Mais Loïc garde ses affaires. Il dit qu'il ne faut pas les jeter. Tu es jolie. Comment tu t'appelles? Marianne passe la matinée à nettoyer la cuisine sous le regard fixe de Loïc assis à la table. Il ne dit rien, ne bouge presque pas. Juste ses yeux qui la suivent, froids, pesants comme des pierres. Elle récure l'évier encrassé, balaie le sol en terre battue, essuie la table poisseuse. Chaque geste est contrôlé, surveillé. Pierrick, le colosse au visage d'enfant, est sorti avec le camion. Vers où, elle ne sait pas. Le petit, Erwan, tourne autour d'elle comme un chiot maladroit, posant des questions sans suite. « Tu restes longtemps? Tu sais faire des crêpes? Maman faisait des crêpes? Tu veux voir ma collection de caillots ?» Marianne répond par monosyllabes, la gorge nouée. Chaque minute qui passe est une minute de moins avant l'arrivée de cet homme, ce monsieur qui doit l'emmener vers le sud. Vers quoi exactement? Un réseau de prostitution? Pire encore? Elle a entendu des histoires à l'hôpital, des filles disparues, retrouvées des années plus tard en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord, cassées, détruites. À midi, Loïc pose devant elle un quignon de pain noir et un bol de soupe froide. Mange, pas trop, il faut que tu restes présentable. Marianne regarde le bol. La soupe est grumeleuse, une odeur rance s'en dégage. Mais elle a trop faim. Elle mange, mâchant lentement, forçant chaque bouchée à passer. Loïc l'observe, satisfait. Bien, tu apprends vite, c'est important d'apprendre vite. Les autres n'apprenaient pas vite. Il se lève, va jusqu'à la fenêtre, regarde dehors. Marianne sent son cœur s'emballer. Les autres, combien? 9 filles disparues en 7 ans, a dit la radio. 9. Sont-elles toutes passées par ici? Monsieur Loïc, hose-t-elle d'une voix tremblante. Ma mère est malade, elle m'attend. Si je ne rentre pas, elle va mourir d'inquiétude. Loïc ne se retourne même pas. Ta mère croira que tu as eu un accident. C'est ce qu'elles croient toutes. Accident, fugue, amnésie. Elles finissent par accepter. Les gens acceptent toujours quand ils n'ont pas le choix. Il revient vers la table, se penche vers elle. Son visage est à quelques centimètres du sien. Elle sent son haleine aigre. Tu veux savoir ce qui arrive aux filles qui n'obéissent pas? Marianne secoue la tête. Non, murmure-t-elle. Bien, alors obéis. L'après-midi, elle lave le linge dans une bassine d'eau froide dehors, sous le regard permanent de Loïc posté sur le perron. La ferme est entourée de bois dense, aucune maison visible, aucun voisin, juste le chant des corbeaux et le bruissement du vent dans les chênes. Elle pourrait courir, peut-être atteindre la lisière, peut-être trouver un sentier. Mais Loïc semble lire ses pensées. Ne pense même pas à courir. Pierrick te rattraperait en 5 minutes. Il court vite malgré son poids. Et je ne serais pas content. Crois-moi, tu ne veux pas me voir pas content. Le soir tombe. Pierrick rentre avec le camion chargé de sacs de farine et de bidons d'huile. Il descend lourdement, entre dans la cuisine, regarde Marianne avec curiosité. « Elle travaille bien ?» demande-t-il à Loïc. «
Très bien, répond l'aîné. Elle apprend. Pierrick hoche la tête, rassuré. C'est bien. Maman disait qu'il faut des filles qui travaillent bien. Ils dînent tous ensemble. Soupe de légumes, pain, lard. Marianne est assise au bout de la table, entre Erwan qui mange goulûment en se barbouillant et Pierrick qui mâche lentement, les yeux dans le vague. Loïc mange en silence, découpant sa viande en morceaux égaux, mastiquant exactement 20 fois avant d'avaler. Tout est ritualisé, mécanique. Après le repas, Loïc se lève. « Erwan, tu ranges. Pierrick, tu vérifies les portes. Marianne, tu descends. » « Déjà ?» Le petit frère lève la tête. « Mais elle peut rester encore. On pourrait jouer aux cartes. » « Non, tranche Loïc. Elle descend. Règle numéro 3, pas de familiarité. » Erwan baisse les yeux, penaud. Marianne le voit serrer les poings sous la table. Il y a quelque chose chez ce garçon, une lueur de révolte, d'humanité que les deux autres n'ont pas. Elle descend l'escalier de la cave, Loïc derrière elle. Il ferme la porte, tire le verrou, clac. Le bruit résonne comme un coup de fusil. Marianne se retrouve dans le noir complet. Elle tâtonne jusqu'au bas-flanc, s'allonge. Ses yeux brûlent, mais elle ne pleure pas. Pas encore. Il lui reste 72 heures. 72 heures pour trouver une faille, un moyen de s'échapper ou de retarder l'inévitable. Elle repense au message. Le petit oublie parfois de verrouiller après que le grand l'a battu. Erwan. Elle doit se rapprocher d'Erwan. C'est sa seule chance. Au-dessus, elle entend des éclats de voix, Loïc qui crie, un bruit sourd, un coup, un gémissement, puis le silence. Erwan vient de se faire battre. Pour l'avoir défendu, pour avoir voulu jouer aux cartes, peu importe. Ce soir, peut-être, si le message d'Anne-El dit vrai, peut-être qu'Erwan oubliera de bien verrouiller. Peut-être que la porte ne sera fermée qu'en apparence. Marianne attend, tous les sens aux aguets, comptant les minutes dans le noir. Minuit, 1 heure, 2 heures, rien. À 3 heures du matin, elle se lève, monte les marches à tâtons, pousse doucement la porte, verrouillée, solidement. Elle redescend, s'effondre sur le bas-flanc. Pas ce soir, mais bientôt. Elle doit gagner la confiance d'Erwan. Elle doit devenir indispensable, touchante, quelqu'un qu'il voudra sauver. Sa vie en dépend. Le deuxième jour commence comme le premier. Verrou qui grince, porte qui s'ouvre, Loïc qui descend. Mais cette fois, il n'est pas seul. Erwan le suit, tête basse, une échymose violette sur la tempe gauche. « Debout !» ordonne Loïc. Marianne obéit. « Monte, tu as du travail. » Elle grimpe l'escalier. Dans la cuisine, la lumière du matin entre par la fenêtre sale. Dehors, Pierrick charge du bois dans le camion. Loïc désigne la cuisinière. « Tu vas préparer le déjeuner. Pommes de terre, lard, oignons. Tout est dans le garde-manger. Erwan va te montrer. » Il sort. Marianne reste seule avec le petit frère. Erwan la regarde timidement, frottant son échymose. « Ça fait mal ?» demande Marianne doucement. Il hoche la tête. Loïc tape fort. Il dit que je parle trop, que je dois me taire et obéir. Marianne s'approche, examine la blessure d'un œil professionnel. C'est enflé, il faudrait mettre du froid. Tu as de la glace ? Erwan secoue la tête. On n'a pas de frigo, juste la cave où c'est froid. Marianne cherche autour d'elle, trouve un linge propre, le trempe dans l'eau froide du seau, les sort. Tiens, pose ça dessus, ça va dégonfler. Erwan prend le linge, le plaque contre sa tempe, la regarde avec des yeux écarquillés. T'es gentille, les autres n'étaient pas gentilles, elle criait toujours. Marianne sent son cœur se serrer. Les autres, combien, Erwan? Combien de filles sont passées ici? Erwan compte sur ses doigts, fronce les sourcils. Beaucoup, depuis que maman est morte, je sais plus, peut-être 10, peut-être plus, elle restait pas longtemps. Que leur arrivait-il? Erwan détourne le regard, mal à l'aise. Je sais pas, Loïc dit qu'elle parte vers le sud, vers une vie meilleure. Mais... Il s'interrompt, mordillant sa lèvre. Mais quoi, Erwan? Mais j'ai vu Loïc creuser des trous derrière la grange, des trous longs, comme pour planter des arbres. Mais on plante pas d'arbres derrière la grange, c'est que de la ronce.
Le sang de Marianne se glace. Des tombes. Il parle de tombes. Erwan, écoute-moi bien. Ce que font tes frères, c'est très mal. Tu le sais, n'est-ce pas? Le garçon hoche la tête vigoureusement. Je sais, je le dis à Loïc, mais il me tape. Il dit que c'est pour la famille, que maman voulait qu'on ait des femmes pour faire une vraie famille. Mais les femmes veulent pas rester. Alors Loïc dit qu'il faut les vendre, qu'au moins ça sert à quelque chose. Il gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Un monsieur vient les chercher, un gros monsieur avec une grosse voiture. Il s'appelle Mitaine. Mitaine. Marianne grave ce nom dans sa mémoire. Erwan, j'ai besoin de ton aide. Si je ne pars pas d'ici, ce monsieur va m'emmener et je ne reverrai jamais ma maman. Elle est malade, elle va mourir si je ne rentre pas. Les yeux d'Erwan se remplissent de larmes. Ma maman aussi, elle est morte. C'était triste. Oui, c'est très triste. Alors aide-moi. Cette nuit, quand tout le monde dort, laisse la porte de la cave ouverte. Juste un peu. Je partirai et personne ne saura que c'est toi. Erwan recule, secoue violemment sa grosse tête. Non, 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 si Loïc sait, il me tue. Pour de vrai, il l'a dit. La dernière fois qu'une fille s'est échappée, il a dit que c'était ma faute. Il m'a battu pendant 2 jours. Quelle fille, Erwan? Comment s'appelait-elle? Anne. Anne avec des cheveux blonds. Elle était gentille aussi. Elle m'a donné son foulard. Elle a réussi à sortir? Erwan secoue la tête. Les larmes coulent maintenant sur ses joues. Presque. Elle a couru dans les bois. Mais Pierrick l'a rattrapée. Et après, il sanglote. Après, Loïc l'a tuée. Avec une pelle. J'ai tout vu. J'ai crié non, mais il m'a frappé. Il a dit « ferme-la ou tu finis pareil ». Marianne le prend dans ses bras. Ce grand corps difforme tremble comme celui d'un enfant. Elle sent la colère monter, brûlante, purificatrice. Ces monstres qui ont transformé ce pauvre garçon en complice terrorisé. « Erwan, murmure-t-elle à son oreille, tu n'es pas comme eux, tu es bon, je le vois, tu as un cœur, eux n'en ont pas. Aide-moi, et je te promets, je jure devant Dieu que je reviendrai te chercher. La police viendra et tu seras libre, tu n'iras pas en prison. Tu es une victime toi aussi. » Erwan s'écarte, renifle bruyamment, s'essuie le nez sur sa manche. « Promis ? Promis. » La porte de la cuisine s'ouvre brutalement. Loïc entre, regard noir. « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Erwan sursaute, bafouille. « Rien, rien, elle soigne mon bobo. » Loïc s'approche, attrape Erwan par le col, le secoue. « Je t'ai dit quoi sur les familiarités ?» Le garçon gémit. « Pardon, pardon. » Loïc le repousse violemment. Erwan s'étale sur le sol. « Va nettoyer la grange, file !» Erwan se relève précipitamment et sort en boitillant. Loïc se tourne vers Marianne. « Toi, tu cuisines et tu arrêtes de parler à mon frère, compris ?» Marianne baisse les yeux. « Compris. » Mais dans sa poche, ses doigts serrent le message d'Anne. Ce soir, elle doit tenter ce soir. Plus qu'une journée avant l'arrivée de Mitaine. L'après-midi du 2e jour s'écoule dans une tension insoutenable. Marianne épluche des pommes de terre, les mains tremblantes, pendant que Loïc lit le journal Ouest France à la table. Elle aperçoit la une. Disparitions inquiétantes dans le Finistère. La gendarmerie intensifie les recherches. Son cœur bondit. On la cherche. Quelqu'un a signalé sa disparition. Mais combien de temps avant qu'on pense à fouiller cette ferme perdue? Loïc surprend son regard, replie le journal avec un sourire glacial. « Ils ne viendront pas ici. Ils ne viennent jamais. Tu sais pourquoi ?» Marianne ne répond pas, épluchant plus vite. « Parce que des gens importants nous protègent. Le maire de Kerglof, le médecin du canton, même le brigadier de Caraïs. Ils savent tous, mais ils se taisent. Tu veux savoir pourquoi ?» Elle lève les yeux malgré elle. Loïc se penche en avant, voix basse, presque complice. « Parce que j'ai des photos compromettantes. Le maire avec une fille de 16 ans dans sa voiture, le médecin qui vend des ordonnances au marché noir, le brigadier qui prend des pots de vin des contrebandiers de cigarettes. Tout le monde a ses petits secrets dans la France profonde. Moi, je les collectionne. C'est mon assurance vie. » Marianne sent le désespoir l'envahir. Un réseau.
Ce n'est pas juste trois fous isolés, c'est tout un système de silence, de complicité, de corruption. Mais il y a quelque chose qui cloche dans son récit. Si vous êtes si bien protégés, pourquoi vendre les filles? Pourquoi ce mitaine? Loïc se cale contre le dossier de sa chaise, satisfait. Bonne question. Au début, je voulais juste des femmes pour la famille, comme maman disait. Mais elles ne restaient jamais. Trop compliquées, trop fragiles. Alors, j'ai réfléchi. Pourquoi gaspiller une ressource? Il y a un marché pour les jolies filles discrètes, sans famille, qui cherchent trop. Mitaine m'a trouvé il y a 5 ans. Pas moi qui l'ai cherché, lui qui m'a trouvé. Il sait flaire les opportunités. 5 000 francs par fille, cash, pas d'impôts, pas de questions. En 5 ans, j'ai gagné plus que papa et maman en toute leur vie. Qui est Mitaine? Un homme d'affaires. Marseille, Toulon, Nice. Il fournit des établissements spécialisés, bars, clubs, maisons closes clandestines. Des endroits pour hommes riches qui aiment les filles qui ne peuvent pas partir. Tu comprends? Marianne comprend. Elle comprend qu'elle va être vendue comme du bétail à un réseau de prostitution forcée dans le sud de la France, qu'elle va disparaître dans un enfer dont elle ne sortira jamais, à moins qu'elle ne s'échappe cette nuit. La porte s'ouvre, Pierrick entre, essoufflé. « Loïc, il y a un gendarme qui vient sur le chemin !» Loïc se lève d'un bond, visage fermé. Marianne, à la cave, tout de suite. Mais, à la cave, Pierrick pousse-la si elle n'obéit pas. Pierrick s'avance, Marianne recule, puis comprend qu'elle n'a pas le choix. Elle descend l'escalier en courant, la porte claque, le verrou coulisse. Dans le noir, elle entend les voix étouffées à l'étage. Une voix nouvelle, jeune, hésitante. « Bonjour, messieurs Kergo, brigadier Morvan de Carhaix. Nous enquêtons sur la disparition d'une jeune femme, Marianne Corret, 26 ans, infirmière. Elle a été vue pour la dernière fois hier matin sur la route de Kerglof. Vous n'auriez pas remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Marianne retient son souffle, crie, elle doit crier, maintenant. Mais juste au moment où elle ouvre la bouche, des pas rapides descendent l'escalier. La porte s'entr'ouvre. Erwan se glisse dans la cave, doigt sur les lèvres. « Chut, s'il te plaît. Si tu cries, Loïc nous tue tous les deux. » Ses yeux supplient dans la pénombre. Marianne hésite. Le gendarme est à 10 mètres. 10 mètres. Un cri et elle est sauvée. Mais Erwan tremble de tout son corps, ses mains jointes en prière. « Je t'en supplie. Après, je t'aide. Promis. Mais maintenant, chut. » En haut, la voix de Loïc, calme, posée. « Non, brigadier, nous n'avons rien vu. Nous sortons peu, mais si nous remarquons quelque chose, nous vous préviendrons immédiatement. Bien sûr, voici le numéro de la brigade. N'hésitez pas. » Des bruits de pas, une porte qui se ferme, le moteur d'une voiture qui démarre et s'éloigne. Silence. Puis, Loïc descend l'escalier, Erwan remonte précipitamment. Loïc entre dans la cave, lampe à la main. Il regarde Marianne longuement. « Tu aurais pu crier. Pourquoi tu n'as pas crié ?» Marianne soutient son regard. « Parce que votre frère m'a supplié de ne pas le faire. Il avait peur que vous le tuiez. » Loïc reste immobile. Puis, un sourire étire ses lèvres fines. Intelligent. Erwan est un idiot, mais un idiot utile. Il t'aime bien. C'est bien, ça te rend docile. Demain, à cette heure-ci, tu seras parti. Mitaine arrive à 10 heures du matin. Sois prête. Belle, propre, souriante. Il aime les filles souriantes. Il sort. Marianne s'effondre. Elle vient de laisser passer sa chance. Mais, en échange, elle a gagné quelque chose de précieux. La confiance d'Erwan. Cette nuit, ce sera cette nuit ou jamais. La soirée du 2e jour est irréelle. Loïc,
de bonne humeur pour la première fois, ouvre une bouteille de cidre. Il fait même monter Marianne pour le dîner. « Assieds-toi avec nous, dernier repas en famille. Demain, tu pars vers ta nouvelle vie. » Marianne s'assoit, jambes flageolantes. Autour de la table, les trois frères. Loïc qui découpe son pain en tranches parfaitement égales, Pierrick qui mange goulûment, sauce dégoulinant sur son menton, Erwan qui picore, jetant des regards furtifs vers elle. C'est presque une scène domestique normale, si on oublie la cave, les tombes derrière la grange, les 9 femmes disparues. Loïc lève son verre. À la prospérité de la famille Kergoth. Pierrick et Erwan lèvent leur verre mécaniquement. Marianne ne bouge pas. « Bois », ordonne Loïc. « Dernier verre ici. » Elle porte le verre à ses lèvres, fait semblant d'avaler. Le cidre est aigre, presque vinaigré. Après le repas, Loïc se tourne vers Erwan. « Toi, tu nettoies la cuisine. Demain, tout doit être impeccable pour la visite de Mitaine. Pierrick, tu prépares la camionnette. Moi, je descends notre invité. » Il se lève, fait signe à Marianne. « Descends. » Dans la cave, il pose la lampe, la regarde intensément. « Tu as été sage aujourd'hui. Je respecte ça. Alors, je vais te dire la vérité. Mitaine n'est pas un mauvais homme. Brutal parfois, mais pas mauvais. Si tu coopères, si tu ne fais pas d'histoire, ta vie sera supportable. Tu travailleras dans un bar à Marseille, des clients riches, propres. Tu seras nourri, logé. Certaines filles finissent même par aimer cette vie. Et si je refuse ?» Le visage de Loïc se durcit. « Alors, tu finiras comme Anne, comme Sophie, comme les 7 autres qui ont refusé. Derrière la grange, sous 1 mètre de terre. Personne ne te cherchera. Dans 6 mois, ta mère arrêtera d'espérer. Dans 1 an, elle sera morte de chagrin. Et toi, tu seras oublié. C'est ça que tu veux ?» Marianne serre les poings, ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Non. Alors sois intelligente. Demain matin, tu souris, tu montes dans la voiture de Mitaine et tu vis. C'est aussi simple que ça. » Il remonte, ferme la porte. Le verrou claque. Marianne attend. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les bruits s'éteignent peu à peu à l'étage. Vers minuit, elle entend des éclats de voix, Loïc qui hurle, un choc sourd, un cri étouffé, Erwan qui se fait battre. Pourquoi? Elle l'imagine. Peut-être a-t-il parlé à table, peut-être a-t-il regardé Marianne avec trop de compassion, peut-être Loïc bat-il simplement pour le plaisir, pour maintenir la terreur. Les coups continuent, 5, 6, 10, puis le silence. Des sanglots étouffés, une porte qui claque, le silence complet. Marianne se lève, monte les marches à tâtons, pose sa main sur la porte, pousse. Elle bouge, le verrou n'est pas mis, le message d'Anne disait vrai. Après une correction, Erwan oublie. Ou peut-être ne l'oublie-t-il pas, peut-être le fait-il exprès, acte de rébellion pathétique contre son frère tyran. Marianne pousse plus fort, la porte s'ouvre en grinçant. Elle se fige, cœur battant, aucun bruit. Elle émerge dans la cuisine plongée dans le noir. Seule la braise mourante du fourneau émet une lueur rougeâtre. Elle traverse pieds nus, évitant les lattes qui craquent. La porte d'entrée est verrouillée, clé absente, les fenêtres barricadées. Mais Erwan a parlé d'une autre issue, la porte de derrière, derrière le fourneau. Marianne contourne le poêle en fonte. Effectivement, là, dissimulée par un vieux buffet, une petite porte basse. Elle tire le buffet. Il bouge en grinçant, trop bruyant. Elle s'arrête, écoute, rien. Elle tire encore, centimètre par centimètre. Le buffet s'écarte enfin. La porte apparaît. Pas de verrou, juste un loquet rouillé. Marianne le soulève. Clac. La porte s'ouvre sur la nuit. Air frais, humide, chargé d'odeurs de terre et de fougères. Liberté. Elle se glisse dehors, le ciel est couvert, pas de lune, obscurité presque totale. Derrière elle, la ferme silencieuse. Devant, la forêt, masse noire et dense. 5 kilomètres à travers bois jusqu'à la route départementale. 5 kilomètres de course dans le noir. Marianne ôte ses chaussures, les tient à la main. Pieds nus, elle fera moins de bruit.
Elle se met à courir. Le sol est boueux, glacé. Des cailloux lui écorchent les pieds. Des branches basses lui fouettent le visage. Elle court sans regarder en arrière, guidée par l'instinct, par la peur, par un désir de vivre plus fort que tout. Derrière elle, soudain, un cri. Erwan. Elle est partie. Loïc, Pierrick, elle fait échapper. Des lumières s'allument dans la ferme. Des voix hurlent. Un moteur démarre. Le vieux Renault. Marianne court plus vite, poumons en feu, jambes flageolantes. Le chemin forestier est étroit, sinueux. Elle trébuche sur une racine, s'étale de tout son long dans la boue, se relève, repart. Derrière, les phares du camion trouent la nuit, se rapprochent. Il la traque. Elle quitte le chemin, plonge dans les sous-bois. Les ronces déchirent sa robe, lacèrent ses bras. Elle rampe, court à quatre pattes, se redresse. À travers les arbres, elle aperçoit une lueur. La route, la grande route. Elle émerge des bois en titubant. Asphalte froid sous ses pieds ensanglantés. Elle se tient au milieu de la chaussée, bras levés. De loin, des phares approchent. Un poids lourd. Marianne hurle, agite les bras frénétiquement. Le camion pile dans un crissement de frein. La portière s'ouvre. Un homme descend. Cinquantaine, casquette de routier. « Mademoiselle, qu'est-ce qui… » « Aidez-moi, sanglote Marianne, s'il vous plaît. Appelez la gendarmerie. Ils m'ont enlevé. Ils vont me tuer. » « Qui ça ?» Elle montre la forêt. Là-bas, la ferme Kergoth. 3 hommes. Ils gardent des femmes. Ils les tuent. Le routier la regarde, hésitant. Puis il voit son état. Pieds en sang, robe déchirée, visage tuméfié. Il comprend. Montez, vite. Gendarmerie de Carhaix, 3 heures du matin. La salle d'interrogatoire sent le café froid et la cigarette. Marianne est assise sous une couverture de survie, main tremblante serrant un gobelet de thé brûlant. En face d'elle, le brigadier-chef Loïc Le Goff, 45 ans, visage buriné, regard fatigué mais attentif. À côté de lui, le jeune brigadier Morvan, celui qui est venu à la ferme quelques heures plus tôt. Il est pâle, les mains crispées sur son carnet. « Mademoiselle Corret, répétez-nous tout depuis le début. » Lentement. Marianne raconte. L'autostop, Pierrick, la ferme, Loïc, les menaces, les objets des femmes disparues, les tombes derrière la grange, Mitaine, le réseau, la visite du gendarme, sa fuite. Elle parle pendant 1 heure, voix brisée, s'arrêtant parfois pour pleurer. Les 2 gendarmes écoutent en silence. Quand elle termine, Le Goff se cale contre sa chaise, visage fermé. « Vous affirmez que le maire, le médecin et même un de nos brigadiers sont complices ? C'est ce que Loïc Kergoth m'a dit, qu'il avait des photos compromettantes, qu'il le protégeait. » Le Goff échange un regard avec Morvan. « Lequel de nos hommes ? Je ne sais pas, il n'a pas donné de nom. » Le brigadier-chef se lève, va à la fenêtre, allume une cigarette. « Écoutez, mademoiselle, la famille Kergoth, on les connaît, des marginaux, des simples, comme on dit ici. Mais de là à imaginer un réseau d'enlèvement et de traite, vous avez des preuves ? Les tombes, 9 tombes derrière la grange, fouillez-les et vous trouverez 9 corps, 9 femmes disparues depuis 7 ans. » Le Goff tire sur sa cigarette. Une opération de cette ampleur nécessite un mandat du juge d'instruction. Il faut des éléments concrets. Votre témoignage est important, mais… Mais quoi ? Vous ne me croyez pas ? Si, je vous crois, mais je dois suivre la procédure. Je vais contacter le procureur de Quimper dès l'aube. En attendant, vous restez ici sous protection. Morvan, tu t'occupes d'elle. Organise un hébergement sécurisé. Le jeune gendarme hoche la tête. Bien, chef. Marianne les regarde, incrédule. Vous n'allez pas les arrêter maintenant, tout de suite ? Le Goff écrase sa cigarette. Mademoiselle, il est 3 heures du matin. Je ne peux pas débarquer dans une ferme avec 3 hommes potentiellement dangereux, sans renfort, sans mandat, sans autorisation. Ce serait illégal et dangereux. Demain matin. Mais demain matin, Mitaine arrive à 10 heures. Si vous ne les arrêtez pas maintenant, ils vont fuir, ou pire, détruire les preuves. Le Goff hésite. Il sait qu'elle a raison. Mais la procédure, toujours la procédure. Bon, je demande des renforts à Quimper. On intervient à l'aube, 6 heures. D'ici là, ils ne peuvent pas aller loin. On surveille les routes.
Marianne ferme les yeux, épuisée. 6 heures, 3 heures d'attente, 3 heures pendant lesquelles les Kergoth peuvent disparaître, effacer les traces, s'enfuir. Mais elle n'a plus de force, elle a fait ce qu'elle pouvait. Le reste appartient à la justice. À 5h30, une colonne de véhicules de gendarmerie quitte Carhaix. 3 fourgons, 12 hommes en tenue d'intervention, le brigadier-chef Le Goff en tête. Marianne a insisté pour venir. « On a besoin de vous pour identifier les lieux », a dit Le Goff. « Mais vous restez dans le véhicule, pas question que vous preniez des risques. » Le convoi roule dans l'aube grise. Brume dense, route mouillée. Il tourne sur le chemin de terre menant à la ferme Kergoth. Le ciel s'éclaircit lentement. Les phares éclairent la bâtisse délabrée. Tout semble calme, trop calme. Le Goff lève la main. Stop. Tout le monde descend en silence. Les gendarmes se déploient, encerclant la ferme. Le Goff s'approche de la porte, frappe. Gendarmerie nationale, ouvrez immédiatement. Silence. Il frappe plus fort. Monsieur Kergo, ouvrez ou nous enfonçons la porte. Toujours rien. Le Goff fait signe à 2 hommes. Ils bélièrent la porte. Bois pourri qui éclate. Les gendarmes entrent, armes au poing. Cuisine vide, chambre vide, cave vide. La ferme est déserte. Ils sont partis, dit Morvan, effaré. Comment ont-ils su? Le Goff ne répond pas, mais son visage est sombre. Quelqu'un les a prévenus. Un de ces hommes, le maire? Peu importe, les Kergo ont disparu. Fouille complète, ordonne-t-il. Cherchez partout. Les papiers, les photos dont elle a parlé, tout. Et allez voir derrière la grange. Marianne descend du fourgon malgré les ordres, se dirige vers l'arrière de la ferme. Là, derrière la vieille grange effondrée, elle voit les monticules. 9 petites buttes de terre, alignées, envahies de mauvaises herbes. 9 tombes. « Brigadier-chef » crie-t-elle, « ici !» Le Goff arrive en courant, s'arrête net. Nom de Dieu. Il se tourne vers ses hommes. Morvan contacte le procureur, qu'il envoie la police scientifique et un médecin légiste. On a trouvé un charnier, on a retrouvé les disparus. Pendant que la gendarmerie investit la ferme vide, les 3 frères Kergo roulent vers le sud. Le vieux Renault brinque-balle sur les routes départementales, évitant les grands axes. Loïc conduit, visage fermé, mâchoire serrée. Pierrick est affalé à côté de lui, tête contre la vitre, à moitié endormi. Erwan est recroquevillé à l'arrière, serrant contre lui un sac en toile contenant leur maigre possession. Ils ont fui à 2h30 du matin, juste après que Loïc ait reçu un coup de téléphone. Une voix brève. Elle est à la gendarmerie. Elle parle. Partez maintenant. Loïc n'a pas demandé qui appelait. Il savait. Un de ses protecteurs, un de ceux qui devaient des faveurs, qui avait peur que tout éclate. En 10 minutes, ils ont jeté quelques affaires dans le camion et disparu dans la nuit. Comment elle a fait? Gémit Erwan à l'arrière. Comment elle est sortie? Loïc le regarde dans le rétroviseur, yeux glacés. Toi, c'est toi qui as laissé la porte ouverte, comme d'habitude. Erwan se recroqueville encore plus. J'ai oublié, tu m'avais tapé, j'avais mal, j'ai oublié. Crétin, imbécile, à cause de toi on a tout perdu. La ferme, l'argent, tout. Tu vas payer cher, très cher. Laisse-le, grogne Pierrick sans ouvrir les yeux. C'est fait, on peut pas revenir en arrière. Il roule toute la nuit, traversant la Bretagne, puis les pays de la Loire. À l'aube, il s'arrête dans un bois près d'Angers. Loïc coupe le moteur, sort une carte routière. « Où on va ?» demande Pierrick. « Marseille. On rejoint Mitaine. Il nous planquera le temps que ça se tasse, puis on repart à zéro. Il y a d'autres régions, d'autres routes, d'autres filles. » « Mais les gendarmes, objecte Erwan d'une petite voix, ils vont nous chercher. Partout. » Loïc plie la carte. « Ils nous chercheront, mais ils ne nous trouveront pas. On change de nom, d'apparence. » Pierrick se rase la tête et la barbe. « Erwan, on te trouve une casquette pour cacher ta grosse tête. Moi, je me fais passer pour un représentant de commerce. On se fond dans la masse. Et dans 6 mois, quand l'affaire est enterrée, on recommence. » Il dit cela avec une telle assurance, une telle certitude, comme si leur fuite était déjà réussie, comme si leur avenir était tracé. Mais Erwan, au fond du camion, sent quelque chose de différent. Pour la première fois de sa vie, il ne croit pas son frère. Pour la première fois, il espère que Loïc se trompe.
Ils reprennent la route. À midi, ils s'arrêtent dans une station-service isolée près de Poitiers. Pierrick fait le plein pendant que Loïc et Erwan entrent dans la boutique acheter de quoi manger. À l'intérieur, un petit poste de télévision diffuse les nouvelles régionales. Le présentateur parle d'une voix grave. Information de dernière minute. Un important réseau de traite d'êtres humains a été démantelé dans le Finistère. La gendarmerie a découvert 9 corps de jeunes femmes enterrés dans une ferme isolée près de Carhaix. Les 3 occupants de la ferme, les frères Kergotte, sont activement recherchés. Leurs photos apparaissent à l'écran. 3 visages. Loïc, Pierrick, Erwan. Tout le pays les voit désormais. La caissière, une femme d'une 50aine d'années, lève les yeux vers l'écran, puis vers Loïc et Erwan debout devant elle. Ses yeux s'écarquillent. Elle a reconnu. Loïc voit la peur dans son regard. En une fraction de seconde, il comprend. Il lâche le pain qu'il tenait, attrape Erwan par le bras. « On s'en va, maintenant !» Ils sortent en courant. La caissière se rue sur le téléphone. Pierrick vient de terminer le plein. « Monte !» hurle Loïc. « Vite !» Le camion démarre en trombe, pneus crissant sur le gravier. Derrière eux, la caissière crie, pointe le doigt. D'autres clients sortent, regardent le camion s'éloigner, notent le numéro de plaque. « C'est fini », murmure Erwan. « Ils savent où on est. »« Ferme-la », siffle Loïc. « Rien n'est fini. » Mais sa voix tremble légèrement. Pour la première fois, le maître manipulateur sent le piège se refermer. Il roule pendant 2 heures, changeant constamment de direction, empruntant des routes secondaires. Mais à 15 heures, alors qu'il traverse un village près de Limoges, il voit le barrage. 3 voitures de gendarmerie en travers de la route, gyrophares allumés. « Demi-tour !» crie Loïc. Pierrick braque, mais derrière eux, une autre voiture de gendarmerie apparaît, bloquant la retraite. Ils sont pris au piège. Loïc ouvre sa portière, sort en courant. Pierrick et Erwan le suivent. Ils plongent dans les bois bordant la route. Derrière eux, des sifflets, des ordres hurlés, des chiens qui aboient. La traque commence. Ils courent dans les sous-bois, Pierrick devant malgré son poids, Loïc au milieu, Erwan derrière, boitant, peinant à suivre. Les aboiements se rapprochent. « Loïc, attends-moi » supplie Erwan. « Je peux plus !» Loïc se retourne, le regarde. Pendant 1 seconde, Erwan croit voir une lueur d'humanité dans les yeux de son frère. Puis Loïc dit froidement « Continue, débrouille-toi » et il repart en courant avec Pierrick. Erwan s'effondre contre un arbre, sanglotant. Les chiens arrivent, puis les gendarmes, armes pointées. À terre, main sur la tête. Erwan obéit sans résister. « Je me rends, dit-il, d'une voix brisée. Je voulais pas, c'était pas moi, c'était Loïc, toujours Loïc. » On l'emmène, menotte au poignet. Plus loin dans les bois, Loïc et Pierrick continuent leur course désespérée, mais les chiens sont plus rapides. À 16 heures, ils sont rattrapés au bord d'une rivière, dos au courant, cernés par une dizaine de gendarmes. Loïc regarde autour de lui, cherchant une issue. Il n'y en a pas. Pour la première fois de sa vie, il est impuissant. Pierrick lève les mains en pleurant. « Je veux rentrer à la maison, je veux maman !» Loïc le regarde avec mépris. Imbécile. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de maman, il n'y a plus rien. Les gendarmes s'approchent, les plaquent au sol, les menottent. La chasse est terminée. La famille Kergotte est arrêtée. Palais de justice de Quimper, juin 1980. La salle d'audience est bondée. Journalistes, famille des victimes, curieux. L'affaire Kergo a secoué toute la France. 9 jeunes femmes assassinées. Un réseau de complicité locale, un trafic vers Marseille. Les médias parlent de l'horreur de la Bretagne profonde, du silence coupable, de la faillite des institutions. Sur le banc des accusés, 3 hommes. Loïc Kergo, 23 ans, visage fermé, regard vide. Il n'a pas dit un mot depuis son arrestation, refusant de répondre aux questions, fixant le vide avec une indifférence glaçante. Pierrick Kergo, 21 ans, tête baissée, mains tremblantes. Il pleure souvent, appelle sa mère morte, ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Son avocat plaide l'irresponsabilité pénale pour déficience mentale. Erwan Kergo, 18 ans. Lui est différent. Il a tout raconté. Tout.
les enlèvements, les meurtres, Mitaine, les complicités. Il a témoigné pendant des heures, pleurant, suppliant qu'on le croie. Je voulais pas, j'avais peur, Loïc me battait, je suis une victime aussi. Le procès dure 3 semaines. Défilent les témoins, les familles des disparus, effondrées, demandant justice. Les experts psychiatres expliquant la consanguinité, les troubles mentaux, la structure familiale toxique. Les gendarmes racontant la découverte du charnier, l'exhumation des 9 corps, l'identification. Le médecin légiste détaille les causes de mort, strangulation, coup, 1 par balle. Les jurés pâlissent, certains pleurent. Marianne Corret témoigne. Elle entre dans la salle vêtue de noir, visage grave. Elle raconte ses 3 jours d'enfer. La cave, les menaces, Loïc, Pierrick, Erwan. Elle regarde les accusés. Pierrick détourne les yeux. Erwan la fixe avec des yeux suppliants. Loïc ne réagit pas, statue de pierre. Quand elle termine, la salle est silencieuse. Le président de la cour demande « Mademoiselle Corret, l'accusé Erwan Kergo affirme qu'il vous a aidé à fuir. Est-ce exact ?» Marianne hésite, puis elle hoche la tête. « Oui, il a laissé la porte ouverte. Sans lui, je serais morte ou vendue. Il n'est pas comme ses frères. Il a peur, il est faible, mais il n'est pas mauvais. » Murmure dans la salle. L'avocat d'Erwan sourit, celui de Loïc reste impassible. Le procureur requiert la perpétuité pour Loïc et Pierrick. Pour Erwan, il demande 10 ans avec sursis et placement en hôpital psychiatrique. Complicité sous contrainte, déficience mentale, circonstances atténuantes. Le procès s'achève. Le jury se retire. 3 heures d'attente. Puis le verdict. Loïc Kergo, reconnu coupable de 9 meurtres avec préméditation, séquestration, tentative de traite d'êtres humains. Condamné à perpétuité incompressible. Il ne sortira jamais. Pierrick Kergo, reconnu coupable de complicité de meurtres et séquestration, irresponsabilité partielle reconnue, condamné à 30 ans de réclusion avec obligation de soins psychiatriques. Erwan Kergo, reconnu coupable de complicité passive, circonstances atténuantes retenues, condamné à 8 ans de prison avec sursis, placement en établissement psychiatrique spécialisé pour une durée indéterminée. La salle explose, des cris de joie, des cris de colère, les familles pleurent. Marianne, assise au fond, ferme les yeux. Justice est faite. Imparfaite, insuffisante pour certains, mais rendue. L'affaire ne s'arrête pas là. L'enquête sur les complicités continue. Le maire de Kerglof est mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Il démissionne. Le médecin du canton est radié de l'ordre. Le brigadier corrompu est identifié, jugé, révoqué. Mitaine, l'homme de Marseille, est arrêté 3 mois plus tard dans une villa à Toulon. Il est condamné à 25 ans pour traite d'êtres humains et complicité de meurtre. L'affaire Kergot est détruite en 1981. Les autorités font raser la bâtisse, craignant qu'elle devienne un lieu de curiosité morbide. Sur le terrain, une association plante 9 jeunes chênes, un pour chaque victime. Une plaque est posée, en mémoire de Anne, Sophie, Elisabeth, Corinne, Nathalie, Véronique, Céline, Sandrine et Isabelle, disparues entre 1975 et 1978. Que leur nom ne soit jamais oublié. Marianne revient une fois, 2 ans après le procès. Elle se tient devant les 9 arbres qui ont grandi, feuilles bruissant dans le vent breton. Elle dépose 9 roses blanches, une à chaque pied. « Je suis désolée », murmure-t-elle. « Désolée de n'avoir pas pu vous sauver. Mais je vous ai vengée. Je vous ai toutes vengées. » Elle repart, reprend sa vie. Elle retourne travailler comme infirmière à Quimper. Elle se marie, a 2 enfants. Mais les cauchemars ne la quittent jamais complètement. Parfois la nuit, elle se réveille en sueur,
croyant être encore dans la cave humide, entendant le verrou claquer. Hervan Kergott reste 15 ans en hôpital psychiatrique. Il fait des progrès, apprend à lire correctement, à peindre. Ses aquarelles représentent toujours la même chose, une ferme entourée d'arbres et devant une femme qui court vers les lumières. En 1995, il est libéré, placé sous tutelle dans un foyer. Il vit encore aujourd'hui, homme discret, effacé, hanté par ses démons. Loïc meurt en prison en 2003, poignardé par un codétenu dont la sœur avait disparu dans les années 70. Personne ne pleure sa mort. Pierrick est toujours incarcéré, vieillissant derrière les barreaux, parlant seul, appelant une mère morte depuis 40 ans. L'affaire Kergott reste dans les mémoires bretonnes comme un cauchemar. Un rappel que l'horreur peut se cacher derrière les volets clos, que le silence peut être complice, que la France profonde a parfois des secrets inavouables. Les 9 chênes grandissent, vigoureux, tournés vers le ciel. 9 vies fauchées, 9 arbres qui se souviennent.